Salut à tous. Une deuxième carrière sur Pro Cycling Manager, c'est ce que je me propose de vous présenter ici. Mode carrière donc, et j'ai choisi cette fois-ci une DB, une database différente. C'est la DB Baguette. Donc voilà, un peu moins peut-être répandue, sauf dans la communauté francophone, que la World DB. Elle présente quelques différences. Et c'est pour cette raison-là qu'évidemment, je voulais un peu de variété dans ce que je propose. Et avec quelle équipe me direz-vous? Eh bien, cette fois-ci, évidemment, je suis allé piocher dans le Conti Pro, du côté de la Lotto Destiny, une équipe à laquelle je suis un petit peu lié affectivement, on va dire, hein, parce que Lotto Soudal, etc. En plus qui présente l'avantage de s'être énormément renouvelé depuis, je dirais depuis les dernières fois où j'ai pu présenter des carrières avec cette équipe. Donc, les intérêts principaux pour moi dans cette partie vont être regarder ce que le sponsor demande, toute la gestion, si vous voulez, des objectifs de course, la gestion aussi de la prospection. Voilà, ça va beaucoup m'intéresser. J'ai hâte de voir également de quelle manière est-ce que les infrastructures pourront être, on va dire, développées, quels investissements on va faire. Puis après, évidemment, le reste appartient aux coureurs principaux. Moi, j'ai été assez enthousiasmé par quelques-uns d'entre eux. Hein, si je fais cette carrière, c'est aussi parce que Maxime Van Gils me plaît beaucoup et voilà, vraiment m'intéresse. 24 ans, il y a vraiment du potentiel encore à développer chez ce coureur qui a déjà de belles performances malgré ses 24 ans. Hein, donc c'est un type vraiment assez intéressant. J'aurais dû commencer par lui, mais bon, ça n'empêche pas. Arnaud Delis. Donc là, évidemment, on est sur quelqu'un qui est, pour moi, particulièrement excitant. Un profil avec 75 en vallon, 79 en sprint, 75 en pavé, 74 en plaine, une belle résistance, une endurance très correcte, une accélération, on va dire, en rapport avec sa note de sprint. C'est pas mal. On se fiche éperdument de la récupération sur un profil comme celui-là. Le contrat court jusqu'en 2026 pour lui comme pour Van Gils, m'a-t-il semblé à l'instant. Oui, c'est ça, 2026. C'est-à-dire qu'en plus, on est solidifié sur la durée contractuellement avec ce coureur-là. Et vraiment, pour revenir à Arnaud Delis, hein, je pense qu'il y a moyen de gagner de très très belles choses avec lui et c'est ce que je me propose d'essayer de faire. Voilà, avec ce magnifique coureur qui a eu beaucoup de malchance cette saison en 2024, car après une année 2023 plus que prometteuse, il s'est retrouvé très rapidement blessé et donc absent des classiques qui sont, on va dire, évidemment son objectif principal, hein, à Arnaud Delis. Voilà. Le troisième homme qui me plaît beaucoup, qui m'interpelle et sur lequel j'ai vraiment de l'excitation, c'est Lennart Van Eetvelt. Donc voilà, là encore vous voyez qu'il reste du potentiel à développer. Il a 22 ans, un coureur de taille moyenne petite, hein, entre les deux, 1m75, 63 kg, un vrai gabarit en fait de grimpeur, hein, disons-le, hein, 77 montagne, 78 en moyenne montagne, 75 en vallon. Il tient légèrement sur les pavés, mais on va pas en faire un classic man. Il va pas aller gagner le Tour des Flandres, hein, Van Eetvelt. Par contre, il y a une belle note d'endurance. On a aussitôt en tête, avec des notes pareilles, un Tour de Lombardie. On a des étapes sur les grands tours aussi, en ligne de mire. Parce que la note de contre-la-montre
et la note de prologue nous interdisent de penser à autre chose, hein, c'est-à-dire le classement général sur des grandes courses à étapes World Tour, que ce soit des Pays Basques, Tirreno, que sais-je, Paris-Nice, ou bien même le Giro ou Tour de France, la Vuelta, interdit avec un tel profil de rêver à une victoire finale, en revanche, parce qu'il y a souvent des contre-la-montre, hein, on l'a compris, mais en revanche, qu'est-ce qu'il y a moyen d'aller prendre comme étape ou comme maillot distinctif, enfin bref, j'étais assez excité. On a quelqu'un qui, toute proportion gardée, a un profil proche, mais moins fort évidemment, et avec là, vous le voyez, moins de potentiel. C'est dommage. Il m'intéresse bien Sylvain Moniquet, mais bon, on verra un petit peu comment les choses évoluent avec lui. Mais là, je crois encore qu'il y a pas mal de choses à faire. Les bons jours avec ce coureur. Et puis, je ne peux pas ne pas mentionner dans les 5 que j'ai identifiés à l'avance Florian Vermeersch, qui lui, avec son 78 en pavé, avec son 76 en plaine, avec son endurance à 77, va effectivement peut-être nous offrir de belles opportunités sur une course comme Paris-Roubaix, au hasard. Le 71 en vallon, il faudra regarder la manière dont c'est rédhibitoire sur le Tour des Flandres. Je ne suis pas forcément persuadé que ça le soit d'ailleurs. Parce qu'avec une bonne forme du jour, donc une bonne planification, il y a moyen de bien envisager les choses. Donc Florian Vermeersch, j'aime beaucoup pour être franc. Puis après, si on rentre un petit peu dans le détail, on va dire, n'oublions pas qu'il reste également Victor Campenaerts avec sa magnifique note de 79 en plaine, avec une endurance à 77. Bon, la note de baroudeur ne compte pas pour nous, hein, c'est essentiellement dédié à l'IA, ça, hein, quand on l'a en face de nous, mais même le 74 en vallon, qui peut permettre, le 75 en pavé, sait-on jamais, en tout cas, un coureur qui prendrait le chemin un peu d'un Thomas de Ghent à une époque, Thomas de Ghent qui est encore là, mais pour lequel on n'aura pas, on va dire, d'espérance folle, hormis gagner ici ou là une petite étape, ce qui est toujours sympa. Dans Thomas de Ghent, on ne présente plus, évidemment. C'est un coureur qui laissera une trace pour les amoureux du vélo. Et puis après, on pourra peut-être regarder ce que quelqu'un comme Brent Van Moer peut faire ou aider dans certains types de contextes. Moi, je le vois comme équipier très intéressant à Paris-Roubaix, par exemple. Hein. On pourra aussi, dans un registre complètement différent, peut-être s'attarder sur Andreas Kron. Andreas Kron, moi je trouve aussi intéressant le profil. Hein. C'est assez polyvalent, puncher. Il y a peut-être des choses à faire avec Andreas Kron. Vous voyez, pour une équipe de Continental Pro, honnêtement, on a là de belles perspectives. Hein. Et encore, je ne mentionne pas tout le monde. J'ai l'habitude de regarder les choses ainsi. Regardez. Je fais un tri par l'âge. Alors, il est évident que les coureurs les plus âgés, on a du potentiel apparent, mais en fait, c'est juste que ils ne sont plus à leur prime. Et donc, ils ont baissé, mais ils ne reprogresseront plus, on le sait. C'est comme ça qu'on voit que, par contre, quand on retourne vers les âges les plus faibles, donc vers les coureurs les plus jeunes, on s'aperçoit que pour Alec Segart, on a encore du développement à venir. C'est-à-dire que Segart, apparemment, a de la réserve au niveau baroudeur. Bon, très bien. Ça, c'est moins intéressant. Des toutes petites réserves encore dans certains domaines. Bon, ok, tant mieux, il vaut mieux ça que rien. Et puis dans le même registre, Arnaud Delis a encore du potentiel, Van Etvelt, on en a parlé. Voilà, il y a peut-être ce jeune Henri Van den Abel. Excusez-moi pour la prononciation, on verra où ça nous mène.
ce type de profil. Bref, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Donc, mon habitude, c'est de commencer par nettoyer les objectifs, évidemment, parce que là, on a de tout. On a surtout des choses que je n'ai pas paramétrées moi-même, donc ça ne me convient pas. Allez, on supprime tous les objectifs de course qui sont déjà prévus avant qu'on rentre dans la partie. Et puis on va aller regarder, évidemment, l'essentiel pour savoir ce qu'on doit choisir réellement comme objectif, c'est-à-dire les demandes du sponsor. Alors il faut aller ici. Vous voyez, c'est une chose que j'ai pas pu vous montrer avec Astana. Quand on a un double sponsor, donc en l'occurrence ici Lotto et Destiny, vous avez une colonne Lotto avec les courses que Lotto préfère, et vous avez ensuite ici une colonne Destiny avec les courses, là encore, que le deuxième sponsor, en l'occurrence, préfère. Et en l'occurrence, si on veut maximiser le nombre de points obtenus en cas de réussite des objectifs, bah en fait, on a grandement intérêt à, on va dire optimiser, hein, tout simplement. Ça veut dire que entre Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, j'ai plutôt intérêt à choisir Liège-Bastogne-Liège, si jamais le choix se fait entre les deux. Sur le Tour de France, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Obtenir une invitation pour la course. Ouais, je trouve que c'est dommage, ça, par contre. Parce que ça va nous limiter. Après, c'est une forme d'objectif en soi, mais c'est quand même assez dommage de se limiter, parce que du coup, on n'a que 3 points de bonification, on va dire, d'évaluation de la difficulté. Moi, j'aspire un petit peu à plus sur ce type de cas. Donc, très temporairement, regardez, je vais virer celle-là, de même que la Vuelta. Sur le Tour des Flandres et sur Liège, on a la même requête. Oui, c'est légitime, puisque, étant donné qu'on est en Conti Pro, la chose déjà par laquelle il faut commencer avant même d'avoir un objectif, c'est d'être invité sur ces courses-là, qui sont des courses World Tour. Donc ça va un petit peu venir saboter notre on va dire, planification des objectifs de course pour l'année. Donc quand je m'intéresse à ce qui est purement dédié au sponsor Lotto, je vois que j'ai National Championship à la limite, ça c'est pas du World Tour, mais sinon il n'y a que du World Tour en termes de demande. Pour Destiny, il y a Liège, Ronde 2, Tour de France, Amstel, Giro, Vuelta. C'est pareil, il y a que des demandes de type World Tour, donc c'est un cas où on aurait pu souhaiter qu'on nous propose un peu mieux que ce que vous voyez là, c'est-à-dire je vais évidemment me tourner vers les classiques, hein, et les classiques flandriennes. On est d'accord là-dessus, je pense. Donc il faut aller faire quelque chose sur le Tour des Flandres. Je ne pourrais donc pas aspirer à autre chose que obtenir une invitation sur la course, entendu. Pour autant, je vais quand même le conserver. Pour ce qui est de Paris-Roubaix, qui va être un objectif pour nous, hein, c'est une évidence. Période 2, alors que l'autre c'est période 1. Obtenir une invitation pour la course, je ne peux pas faire mieux. Liège, on va prendre Liège-Bastogne-Liège aussi comme objectif, donc ça va être la même chose. Bon allez, je suis prêt à admettre ça. Je suis prêt à admettre cette déception, je vivrai avec, pas de problème, qui consiste finalement à juste obtenir une invitation. On va dire qu'on parle de visibilité finalement dans l'intérêt d'un sponsor, être présent sur ces énormes événements, alors que tu es en Conti Pro, c'est pas mal. Après, quand tu es Lotto Destiny, je pense que tu peux être presque certain d'être invité sur les deux Belges, on va dire, mais même à Paris-Roubaix, faut pas rigoler non plus. Donc, ouais.
C'est un peu dommage parce que ça va rendre un petit peu trop facile cet aspect-là, puis ça va nous empêcher aussi de chercher à obtenir plus de points. Alors, ce que je me dis, c'est que on peut peut-être ajouter des objectifs, mais attention, 1 à 2 courses par période. Ça veut dire que si je mets la flèche wallonne, par exemple, ben, je suis dans l'erreur. J'ai une période 2 qui est non conforme, puisque j'ai 3 objectifs sur la période 2. Donc c'est une chose que je ne peux pas faire ici. Il faut aller chercher autre chose. Alors oui, bah on peut à ce moment-là aller dans la relative simplicité, se dire que on peut regardez, prendre Tour de France pour ce qui est d'obtenir à nouveau une invitation, à faute de mieux, hein, et prendre bah, par exemple la Vuelta sur le même principe. À ce moment-là, on a déjà consommé 9 points à notre total de points disponibles pour les objectifs de sponsor au niveau de la saison. C'est entre 6 et 10. On en a obtenu 9. Je vais donc quand même encore pouvoir choisir un autre objectif qui sera soit sur la période 1, soit la 3, soit la 4. Quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde. Donc je ne peux pas rajouter le Giro, hein, vous l'avez bien compris, parce que 3 points, ça déborderait. Que me reste-t-il? Peut-être le championnat national de Belgique. On peut s'accorder là-dessus. Sinon, il y aura aussi le GPE3, la E3 Saxo classique. Alors, il faut voir, en fait, ici, il faut être un peu stratégique. En cas de championnat national, on a un peu de marge de manœuvre. On peut aller chercher comme ça, top 3 par exemple. Ah, c'est drôle. Le top 3 n'est payé que 1. Visibilité 10, c'est 4. Visibilité 9, c'est 3. Premier, top 3. Voilà, on a des options qui sont assez réduites. Du coup, je sais même pas. Franchement, la visibilité 10, je peux même pas la garantir, moi. Hein. Je peux pas être certain qu'on va obtenir un truc pareil. Du coup, tant pis, je vais tomber dans la facilité. Et je vais aller chercher simplement obtenir une invitation pour le GPE3. Voilà, tout simplement. Il va falloir réduire à peu près nos ambitions. Ça veut dire qu'en cas de réussite maximale, quand même, on aura un joli score. Et puis en plus, cette réussite maximale, ben, j'ai du mal à voir comment on pourrait ne pas l'obtenir. À mon avis, les invitations doivent être, à un certain niveau, un peu conditionnées à notre niveau de performance. Donc, peut-être on va essayer de soigner les premières semaines. Puis après, on va se mettre nous-mêmes des objectifs personnels qui sont de bien figurer sur ces courses-là. Donc, la période qui nous intéresse, c'est celle des classiques. Et puis ensuite, on basculera vers le Tour de France. On essaiera de laisser aussi une équipe intéressante pour la Vuelta. Je ne sais pas tellement ce qui va être joué, ce qui va l'être moins. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument mettre des cyclistes associés aux objectifs principaux. Hein, donc là-dessus, bah, c'est un petit boulot pas très difficile. J'avais déjà repéré un petit peu les choses, hein, et on va gagner du temps. J'ai un peu préparé quand même mon affaire, vous en doutez, pour cette vidéo. Donc il faut aller chercher les classiques et commencer à... Bah alors là, par contre, il y a un outil de tri qui est quand même assez pratique, convenons-en. Hein, si j'ai envie de faire apparaître comme ça mes coureurs qui sont forts sur pavé, il suffit d'aller chercher l'outil de tri pour rajouter par exemple, bah voilà, on peut demander GPE3, Gant-Wevel Game. Alors moi j'hésite pas à en mettre plusieurs, hein. À partir du moment où on est dans cette même période là, autant tout mettre au niveau des objectifs. Je pense que Florian Vermeersch, Arnaud Delis, De Beust. Alors j'avais repéré Beulens, mais c'est pas les mêmes notes que sur la World DB. Bon, c'est pas grave. J'avais repéré aussi Enkhorn. Enkhorn, on va l'emmener. Ça me plaît. Bon, on est clair que Victor Kampenarts va être aussi de la fête. Brent Van Moer.
également. Puis après, il faut encore s'accorder sur un dernier coureur. Donc ça peut être soit Ariane Levins, ouais, soit ça peut être Cédric Beulens. Voilà, tout en sachant que en cas de blessure, il serait peut-être bon d'en mettre 8, même si tout le monde ne pourra pas courir en même temps, puisque c'est limité à 7 coureurs. Néanmoins, on va ajouter ces objectifs-là pour ces coureurs-là. Ensuite, on a les Ardennaises qui sont très très intéressantes pour nous. Donc voilà, je vais juste nettoyer ici, voilà, les onglets. Pour l'Amstel, la Flèche et Liège, on a très clairement des objectifs associés à certains coureurs. Je pense qu'on pourrait se permettre ici de demander à Van Gils, à Andreas Kron, même, moi je pense à une Flèche wallonne, hein, voire même, qui sait, à Liège-Bastogne-Liège. Bref, emmener également Van Etvelt. Après, j'ai repéré qui d'autre? Moi, j'ai repéré Van Houck, mais je sais pas si les notes sont à la hauteur ici. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on emmènera quand même Sylvain Moniquet. Ouais, bien sûr. Mon interrogation porte plus sur Berkmoos. Alors ça, je connais mal, je vous avoue. Je connais pas assez tout le monde, mais on peut se laisser faire et dire que Gregart sera, bon, on fait un choix un peu facile, on va dire. Ça me paraît pas non plus délirant. Alors par contre, il va falloir blinder les courses avant. Si on met des objectifs que sur ces courses-là, blinder les courses, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment de jours de course auparavant pour tous ces coureurs-là. Sans cela, on se retrouvera avec un pic qui ne sera pas atteint au bon moment. Donc voilà, ça c'est toujours des histoires de planification qui sont assez intéressantes quand même. Moi j'aime bien cet aspect-là du jeu. Ça veut dire qu'après, de manière assez libre, on pourra envisager autre chose pour les autres, hein, et notamment leur demander peut-être, je pense quelqu'un comme Thomas de Ghent peut avoir un petit objectif perso qui est d'aller gagner, qui c'est une petite étape en Catalogne ou quelque chose du genre. On a un autre profil, par exemple ici, hein, on va voir après, je vous montrerai ce que j'ai fait, je le ferai juste après, mais un coureur comme Milan Menten, j'avais repéré quelqu'un d'autre aussi, j'avais repéré un autre sprinter potentiel, c'est Lionel Tamigno, ouais voilà c'est ça, Lionel Tamigno également. On va avoir comme ça des coureurs qui n'ont pas été sélectionnés pour les gros rendez-vous que je viens d'évoquer. Même Van de Par, j'avais repéré ce coureur-là. Il est où? Il est là. Yarn. Voilà, c'est un sprinter, effectivement. Donc voilà, il peut y avoir un petit train de sprinters, indépendant de tous les coureurs, les 14 qu'on avait sélectionnés auparavant, qui peut être constitué sur une course comme Paris-Nice, pour donner un exemple. Évidemment, avec zéro objectif, autre que tester du sprint, ce qui me plaît également comme petit défi. Voilà. Donc, la suite, forcément, après avoir, bon, j'ajusterai ça donc juste après, vous l'avez compris. Pour ce qui est de la planification, on peut évidemment adapter les courses auxquelles on va participer. Attention, on n'a pas le World Tour. On est invité d'office sur Omloop et Newsblad, mais on n'est pas encore à Milan-San Remo. On n'a pas accès au Strade Bianche, en tout cas en l'état. En revanche, le Dwars der Vlaanderen, il est pour nous. Voilà, il n'y a aucun grand tour. Très bien. Alors, ça veut dire qu'il faut absolument aller dans calendrier et demander des wildcards, des invitations. Donc pour Down Under, on va dire qu'on s'en passera bien volontiers.
Ça tombe plutôt bien. C'est comme ça, on fatiguera pas. Et puis, je me fatiguerai surtout pas moi à me demander quel coureur de quatrième zone j'envoie là-bas pour faire une sorte d'impasse. Vous l'avez deviné. J'envisage donc de faire une impasse là-bas. Tiens, une participation qui est acquise à pas mal de courses un petit peu secondaires. Là, c'est intéressant. Ça permettra peut-être de donner le moral à l'un ou l'autre de nos coureurs, notamment les principaux, qui peuvent aborder le mois de mars avec des victoires, franchement, en banque. Ça leur donnera le moral. Allez, c'est à partir des Strade Bianche qu'il faut commencer à faire des demandes. Il faut demander également à participer à Paris-Nice. Voilà, je ne vais pas me limiter, hein. On va demander partout en fait. Milano-San Remo, pardon. C'est bon, la demande a déjà été faite. Catalogne, la demande a été faite. Bruges-La Panne, ce serait quand même bébête de pas y aller, hein. On va se dire la vérité. Gand-Wevelgem sans loto, ce serait un petit peu bizarre. Et le Ronde, je vois que l'invitation a déjà été lancée. Donc on risque d'obtenir pas mal de points très très vite si on obtient l'invitation sur ces courses-là. Donc ça, voilà, c'est le mode Continental Pro. C'est une information à prendre en compte. En ce qui concerne le Pays Basque, on voit que la wildcard a déjà été demandée. Paris-Roubaix, pareil. Amstel Gold Race également. Flèche, Wallonne, Liège. Ok, donc tout le reste, ce sera à greffer autour. Moi, j'irais bien du côté d'Eschborn, Francfort. Juste parce que Arnaud Delis, j'ai envie de dire, c'est une course qu'il peut aussi ambitionner, ce genre de choses. Et puis si on va un peu plus loin, on voit que la wildcard pour le Giro a été demandée. Espérons qu'elle sera obtenue. On voit également pas mal d'opportunités ici et là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller candidater. Alors voilà, je vois que le Dauphiné, il n'y a pas eu de demande d'invitation. On va en faire une. Le Tour de Suisse, la demande a déjà été faite. On n'est peut-être pas sûr d'obtenir une invitation partout. Ce sera marrant. Tour de France, la demande a déjà été faite. Sur une course, ensuite, comme la Classica San Sebastian, je pense qu'on peut clairement candidater. Et on ne se privera pas pour demander aussi une invitation du côté de la Vuelta. Donc je suis de regarder le World Tour. Pologne, à la limite, j'en fais pas un principe. On s'en fiche. Même si, honnêtement, une course comme le Tour de Pologne, pour Van Aert Velt, par exemple, elle est hyper accessible en fonction du plateau. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de contre-la-montre. Et il y a du vallon et il y a de la montagne, de la moyenne montagne. Donc, allez, je candidate. On verra bien ce qu'on obtient. Peut-être qu'on renoncera à certaines choses. La classique de Bretagne, quand même. Faut arrêter là. Tour du Benelux, je vois que l'invitation a déjà été demandée. La classique de Hambourg, il faut pas l'oublier, celle-là. Et je vois que du côté de Québec et Montréal, ça a été déjà demandé. Ce qui m'intéressera énormément, vous vous en doutez facilement, c'est d'être invité en Lombardie avec une petite phase de préparation qui peut inclure le Grand Piemonte 2 jours avant, mais surtout les 3 vallées varésines, ça va. Bernocchi, à la limite, j'ai envie de vous dire, ça fait juste des jours de course. On verra. Je demande quand même. La Coppa Agostini peut m'intéresser clairement, comme encore une fois des jours de course avant le Tour de Lombardie. Le Giro dell'Emilia, avec son arrivée assez excitante à Bologne, là, c'est fait. Voilà. Bon, très bien. On a demandé ce qu'on avait à demander. Je pense que je réajusterai encore. Il y aura quelques demandes à faire supplémentaires. Mais à ce stade-là, on est déjà pas mal. Pour aller ajuster les questions de pré-saison, c'est où déjà? C'est là, voilà. Ils l'ont mis dans forme. Ils ont regroupé les onglets. C'est pas forcément une mauvaise idée, on va pas se mentir. Toujours les mêmes principes.
Quand ton objectif est à l'Amstel, normal. Quand ton objectif est au GPE3, le premier, je mets élevé. Toujours ces principes-là. Ils valent ce qu'ils valent. Hein. Je n'ai pas dit que c'est forcément génial, mais c'est ma manière de fonctionner. Et ça me dessert pas trop, en général. Ça se passe bien. Voilà. Élevé. Normal. Normal. Il faudra ajuster les autres, évidemment. Élevé et élevé. Voilà. Puis je vais m'occuper des autres. Ok. Donc, vous l'avez compris, un petit job là de complément à faire aussi en ce qui concerne les objectifs pour ensuite ajuster un peu tout le monde. Alors, on va le faire clairement. Hein. On peut dire que par exemple dans les courses par étapes, il y en a une qui nous intéresse pour l'ami Thomas de Ghent, c'est Tour de Catalogne. Mais si on veut, on peut aussi se dire, allez, déjà même Paris-Nice, pourquoi pas. Et le mec peut être en forme hein, sur cette période-là, on va dire. Ensuite, ce qu'on peut aussi se donner comme petit objectif, c'est d'emmener sur Paris-Nice toujours une équipe qui sera capable, peut-être avec Menton, avec Van de Paar, avec d'autres comme ça, hein, d'aller contester peut-être quelques arrivées, sait-on jamais. Et puis en plus, j'espère avoir l'invitation sur Paris-Nice et sur Tirreno parce que ça va être assez essentiel si on veut avoir de bons jours de course au bon moment en vue de ces courses ensuite classiques pavées là. Sans cela, on va être un petit peu embêté. Donc Paris-Nice, pour tous ces hommes-là, je suis à 5. On va amener, pourquoi pas, Sepulveda et Jacopo Guarnieri, bof, pas une super idée. Allez, Liam Slock, comme ça, ce sera fait. Donc voilà, hop, petit Paris-Nice. On peut rajouter également ceci ou cela. Et puis on verra bien la manière dont ça se passe. Voilà, ici donc j'accélère un petit peu, je commente pas en direct. Parce que, première étape, pour me rendre les choses un petit peu plus faciles, je regroupe, puisqu'il y a en fait quasiment 4 équipes différentes hein, qui vont se dégager à l'intérieur même de l'Autodestiny. Bah, je regroupe déjà tous ceux qui vont avoir une planification. C'est assez pratique, j'avoue. Une planification identique. Puis après, comme ça, il n'y a plus qu'à recopier les choses. Sachant que, bon, bah, je suis bien conscient d'avoir 8 au lieu de 7 là, mais on ajustera sans problème. Mais j'attends en fait les réponses aux invitations que j'ai demandées, parce que c'est ça qui va être essentiel. Donc voilà, on enverra nos punchers s'amuser un petit peu sur certaines courses, notre équipe de pavés sur d'autres. Puis après, il reste 7 coureurs tout en bas, un ou deux vétérans et puis des jeunes. Alors eux, ils auront un programme qui sera peut-être un petit peu plus modeste hein, et dont il va falloir s'occuper. Après, ajustement de toutes les formes de pré-saison. Donc pas de problème. Ça laisse pas mal de choses à voir. J'ai choisi de mettre en normal tous ceux à qui je n'ai pas encore fixé d'objectif, parce que de toute façon je n'attends rien dans l'immédiat, je n'attends rien de leur part. Puis alors maintenant il faut arriver à s'occuper de l'entraînement. Alors l'entraînement ce n'est pas ma partie préférée. Je le fais, on va dire, un petit peu à l'emporte-pièce par moment. C'est sûr que si on avait un entraînement aussi détaillé que sur Football Manager, là ça me donnerait un petit peu plus envie d'y passer du temps hein, sur un jeu de stratégie, un jeu de gestion. Mais là pour le coup, je vous avoue, je suis en pilote automatique depuis des années. J'applique des vieux principes. Quand je sais pas quoi mettre, je mets baroudeur, surtout si le mec est ancien. Ça c'est pour l'axe d'entraînement. Et puis sinon, souvent course par étape ou classique du Nord, voilà, ouais. C'est souvent ça que j'ai remarqué qui fonctionne pas mal. Après, en général, un coureur âgé ou expérimenté va aimer, mais c'est que des généralités ça, hein, il y a des cas d'exception,
va aimer un entraîneur traditionnel, alors que, à contrario, quelqu'un qui est jeune va préférer peut-être un entraînement à la pointe, un truc un peu plus moderne, quoi. Puis entre les deux, des fois, je mets moderne. Là, je vais recruter 2 préparateurs, 2 entraîneurs, si vous voulez, supplémentaires, pour avoir un de chaque sorte de renommée internationale. Voilà, c'était juste ça mon objectif. J'ai un moderne, un à la pointe et un traditionnel, sachant que j'avais déjà un entraîneur de niveau national de base qui était dans un axe moderne. Donc bon, voilà, on va pas en faire des tonnes, mais souvent ce qui se passe, c'est que dans les premières semaines, il y a plein qui sont mécontents de leur style, de leur entraîneur, etc., ou de leur style d'entraînement surtout. Puis il y a même des fois après une usure qui s'effectue au bout de quelques mois ou une année, etc. Bon, j'adore pas. J'adore pas, mais on a réparti les choses. Toujours maximum 8 coureurs par entraîneur si vous voulez une efficacité excellente. Si vous êtes à 9 ou 10, ce sera très bon ou bon, et au-delà, ça n'ira pas. Voilà. Ensuite, il est temps de parler d'un sujet par contre plus intéressant, les infrastructures. Alors, sur les infrastructures, ce qu'il faut déjà voir, c'est ce qu'on a comme possibilité d'argent à dépenser. Mais en fait, vous avez vu, j'ai beaucoup plus d'argent à dépenser qu'avec Astana. En fait, c'est une équipe plus riche, l'Auto Destiny, bien que Conti Pro. Regardez, déjà, je vois que je suis à plus 29 000 par mois. Ce qui veut dire que je ne m'appauvris pas chaque mois. Et c'est déjà quand même essentiel parce que pour la gestion du solde global, ça veut dire que bon bah après on peut dépenser finalement et tout se passe bien quoi, hein, on risque rien. Alors justement, dans ces dépenses, bien évidemment, matériel de classique pavé. Ça me paraît juste normal. Ensuite, on va pas se refuser les choses, optimisation, traitement de chaîne 2. Donc évidemment qu'on va acheter ceci. En plus, optimisation roulement céramique. Là, je suis donc dans les infrastructures d'équipe. Bien évidemment que je vais acheter tout ça. 120 000, c'est pas grand chose pour cette équipe-là. Et après, par contre, on va être plus regardant pour d'autres dépenses. Il me paraît évident que les pneumatiques top rendement peuvent bénéficier à tout le monde. Ok. Ensuite, tout ce qui concerne le contre-la-montre. Alors là, déjà, c'est pas pareil. Parce que autant je peux envisager, vous voyez, attention à pas cliquer, décliquer de manière trop anarchique. Alors, est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ces dépenses-là? En l'état, j'ai presque envie de dire non. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que de toute façon, on gagnera jamais le général d'une course dans laquelle il y a du contre-la-montre de manière un petit peu trop importante. Donc, on n'a aucun besoin d'investir ici. Après, juste histoire de se faire plaisir, on peut offrir soufflerie position CLM à quelques-uns de nos coureurs, mais c'est vraiment parce qu'on a envie de dépenser de l'argent. Hein. Tout va bien. Hein. Allez, la combinaison 2000, c'est que dalle. Le guidon CLM 10 000, on est tellement riche qu'on s'en fout. Et les vélos CLM d'entraînement, allez, on va dire que ça, c'est pas très cher. Du coup, je peux l'offrir à qui? On va l'offrir à Maxime Van Gils. Allez, juste parce que Maxime Van Gils, c'est un de nos tout meilleurs coureurs. Arnaud Delis, c'est vraiment du luxe, hein. Mais, allez, on se fait plaisir, Arnaud. On va s'acheter un petit truc. Pour Campenarts, 32 ans, profil déjà pas mal rouleur. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va être complètement dingue. On va aller le chercher. Peut-être pas pour Florian Vermeersch, mais on va aussi aller le chercher pour Lennart Van Eetvelt. Voilà, ça paraît pas mal. La seule chose que je me demandais, c'est si j'allais aussi dépenser ça pour Andreas Krohn. Et je me dis que il part de très très loin en termes de contre-la-montre.
C'est vraiment pas son truc. Alors peut-être qu'on pourrait envisager de lui offrir tout ça, histoire de le booster. Après, pour le reste, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des dépenses en termes de contre-la-montre pour tout le reste? Ouais, j'ai envie de dire non. Donc déjà Arnaud Delis, c'était vraiment pour se faire plaisir. Campenard, c'était juste eu égard au respect pour le coureur. Et puis Van Gils, Van Etvelt et Kroon, pareil, c'est vraiment parce qu'on a un peu d'argent. Hein. Sinon, franchement, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc, hop, c'est acheté. Dès lors, tout est réglé. Pré-saison, accepté, puisque j'ai tout fait. La préparation du calendrier, on va pas se raconter d'histoire. Il y a un truc qu'il faut vite enlever avant qu'il ne joue des siennes, c'est l'adjoint de planification auto, puisque je n'en ai pas besoin. Demande d'invitation aux épreuves de World Tour, ça c'était pour me signifier ce que je vous ai dit, à savoir qu'il y avait eu pas mal de demandes qui avaient déjà été déposées, ils y ont ajouté les nôtres. La détection des juniors, j'ai envie de vous dire, je m'en occuperai avant le 14 janvier, très bien. Et on me dit que si j'atteins le World Tour, alors on aura des fonds supplémentaires. Ma foi, ça tombe plutôt pas mal, parce que si on le souhaite, il y a des gens qu'on pourrait recruter pour se renforcer. Avancer jusqu'à ce jour. On passe au 2 janvier, excusez-moi. L'adjoint de planification des courses. Bonjour, j'ai vu que tu m'avais désactivé. Ouais, désolé, mais si tu changes d'avis, je peux t'aider. Hein. Mais bon, moi je changerai pas d'avis. En tout cas, pas ici. Recherche et développement, livraison du matériel. Bon. Bonus invitation. Tiens. L'Autodestiny et Israël Première Tech sont prioritaires pour les invitations sur toutes les courses. Donc en fait, nos objectifs sponsors, ils vont être caducs parce que dès que je demande une invitation sur le World Tour, je vais l'avoir. Ça c'est lié au statut même de l'équipe. Hein. Et pareil, prioritaire pour les courses d'un jour. Ok, bon. Les bonus pour 2025 seront accordés. Ça c'est bien, hein, puisque si on fait une carrière dans laquelle on a une évolution, on va dire on part de plus bas en Conti Pro, ça peut être sympa. Voilà, au-delà, un rendement, la forme, la fatigue. Donc là, ils sont censés nous expliquer comment on fait pour mettre nos coureurs en forme. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Réponse des organisateurs. Vous serez invité à Coppa Bernocchi, machin. En revanche, Grande Piemonte, non. Bon bah écoutez, on vivra bien sans ça. Après, il y a toujours l'histoire de recherche et développement. Alors, au niveau des cadres, Orbea, oui, c'était un sujet ça. Orbea, c'était une vraie nouveauté pour l'Autodestiny. On a le choix. Soit on va chercher à bosser la technologie des vélos des cadres pour le contre-la-montre. Je crois pas qu'on y ait vraiment intérêt. Soit on met tout sur modèle Orca, qui va être lui. Bon, allez, moi je fais une refonte de modèle, ça date de 2019, on est en 2024, je vais leur demander de refondre le modèle. Et en ce qui concerne les roues, pareil, je vais pas aller chercher du boulot sur les roues de contre-la-montre. On va plutôt, par exemple, hein, aller taper un boulot sur ce qui est ressenti comme bon et mauvais, à savoir l'Arc 1100 DB62, c'est-à-dire une roue que je pourrais qualifier plutôt d'une roue pour la plaine, voire pour les pavés. Refonte du modèle, allez, tac, ça c'est bon. On a demandé une refonte globale, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a bien à faire? Encore une fois, de la planification. À ce stade-là, on peut aussi découvrir à la loterie de la forme de pré-saison qui ont été les gagnants. Vous voyez par exemple ici, Van Gils, on s'entendait à ce qu'il soit entre 70 et 80, 78, etc., etc. Lui entre 80 et 90, c'est lié au niveau de forme demandé. Donc bon voilà, très bien. Bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, tout ça se rattrape pendant la préparation, et donc là, forcément, est-ce que j'ai quelque chose à faire en termes de planif? Oui et non, quoi.
j'ai envie de dire oui et non, hein, à partir du moment, oui d'accord, merci, Bruges-la-Panne, ça fait plaisir. Mais j'ai pas énorme à faire, parce qu'en fait, ce qu'on attend avec une impatience non dissimulée, même si on a bien compris que le résultat serait sûrement positif, c'est, je fais exprès d'en mettre 8, hein. J'enlèverai le 8ème, mais il vaut mieux en mettre 8 qu'en mettre 0. Voilà, donc bah, à suivre en fait, hein. Il faut continuer. Continuer pour avoir justement la réponse, j'ai pas fini ma phrase juste avant, à la question suivante. Va-t-on obtenir nos succès sponsors finalement, bah, automatiquement, vu ce qui nous a été dit le 2 janvier, on doit recevoir automatiquement nos invitations pour tout ce qui est épreuve World Tour, sans distinction, à partir du moment où on le demande. Donc c'est pour ça que bah, je continue, vous me voyez là, on est au 8 janvier, alors il y a des petites tâches à accomplir là en tout début de saison, notamment bah, voilà, confirmation des objectifs. Donc bah, on est bien d'accord que la situation particulière qu'on voit et qui du coup est peu intéressante, puisque finalement les objectifs sont déjà obtenus, ou en tout cas sûrs d'être obtenus, et puis on va les avoir dans les semaines qui viennent. Cette situation-là, elle est quand même intimement liée au choix de l'équipe. Voilà. Bon, je voulais vraiment jouer avec l'Auto Destiny, sinon on peut se dire mauvais choix d'équipe en la circonstance. Mais bon, je maintiens ce choix. Vous voyez, voilà, Flèche Wallonne, Liège, Bastogne-le-Liège, bon, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Tour de France. Ça, c'est pour annoncer finalement qui obtient les invitations. Et vous avez vu que nous avons évidemment droit ici à ces invitations-là. Donc l'information du 2 janvier était particulièrement correcte. Et donc voilà, bah après j'ai rempli, parce qu'il y a pas mal d'adaptations à faire après, hein, à partir du moment où vous êtes invité dans toutes ces épreuves World Tour qui n'apparaissaient pas au début pour pouvoir planifier la saison, mais il y a un certain nombre d'adaptations à réaliser. J'ai donc décidé d'emmener Arnaud Delis sur Paris-Nice. Auparavant, je vous montrerai quelques images de Arnaud Delis du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, bah, parce qu'il faut bien regarder un peu le sprint, hein. Et on verra un petit peu si on zoome sur Van Eetvelt et son équipe du côté du Tour de Valence. On verra. En tout cas, vous voyez ici, quelques semaines plus tard, j'obtiens l'invitation pour Tirreno, Milano, Sanremo et le Tour d'Italie. Donc, bah, après, forcément, adaptation. Je suis, je pense, à l'aube d'une saison sur laquelle quelques courses vont être jouées. On va essayer de cibler quelques épreuves, essentiellement pour voir ce que Arnaud Delis est capable de remporter de brillant. Donc évidemment les classiques là en feront partie, les classiques importantes. On commencera même par essayer d'aller taquiner Milan-San Remo, hein. Et puis également voir si Maxime Van Gils ou Lennart Van Eetvelt sont capables d'aller choper quelque chose de significatif ici ou là. Voilà. Donc on va se fixer en quelque sorte nos objectifs nous-mêmes. Alors je vous promettais un petit tour du côté du gameplay. Ça va arriver là dans quelques secondes. Juste, vous avez confirmation de ce que je vous disais. Voilà, hop, succès validé. Alors je sais, ça peut paraître décourageant, hein. Ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé également. Puis d'un autre côté, il fallait bien que le jeu comporte des règles et qu'on soit soumis à certaines contraintes. Donc on va dire que c'est moyennement satisfaisant. On aurait pu quand même ici, bon, c'est une suggestion que je fais, imaginer, ouais, chute ici sur le Grand Prix La Marseillaise, c'est rigolo. On a 5 mecs qui sont complètement éliminés parce que les 80 et quelques coureurs reviendront jamais sur le groupe de 40 qui est en poursuite de l'échappée. Bref, on aurait pu imaginer un système d'objectifs sponsors à 2 niveaux pour les équipes qui sont certaines d'obtenir leur invitation. C'est-à-dire, si tu n'es pas certain d'obtenir ton invitation, en gros, tu fais pas partie des deux, là, l'Auto Destiny et Israël, Première Tech,
bah, à ce moment-là, bah, ça reste un objectif, parce qu'il faut aller la chercher, l'invitation, mine de rien. Et en revanche, si tu es certain de l'obtenir, à ce moment-là, système d'objectifs, hop, de deuxième degré, un vrai objectif, donc, qui va être, je sais pas, aller chercher une victoire d'étape sur Paris-Nice. Enfin, moi, je vais me les inventer. Je suis bien obligé. Parce que avec ce jeu qui finalement est peu évolutif, vous voyez, j'ai essayé de me faire la malle avec Van Gils. Alors, tiens, un ami belge m'a dit Van Hills. Voilà, apparemment, sur les chaînes flamandes de cyclisme, on dit Van Hills. Donc j'essaierai, mais c'est pas très naturel pour moi qui suis français. Mais on va essayer. Donc Van Hills battu ici au sprint, mais moi j'aime bien cette 3e place, elle est sympathique. Donc voilà, j'étais en train de vous dire, avec ce jeu peu évolutif et finalement qui nous déçoit par certains aspects, et donc en particulier cette non-évolution, ce manque d'évolution significative au fil des années. Les vidéos que je peux vous proposer, pour le moment, en tout cas, tant que j'arrive à avoir la motivation d'en proposer, eh bien, ne peuvent s'articuler qu'autour de 3 points en particulier, qui sont pour moi, premier volet, l'aspect, on va dire, stratégique, gestion globale. Donc ça fait jeu de management. Ça va être tout ce qui est planification, ça va être le choix aussi des objectifs, pour le coup. Ça va être l'entraînement, même si pour le coup, je l'évoquais plus tôt dans la vidéo, il est assez limité. On a une marge de manœuvre en tout cas qui est assez limitée. Et puis, deuxième volet, pour moi, le gameplay. Hein, tout ce qui est de l'ordre du gameplay, où vous allez avoir comme ça... malheureusement, on a vite fait le tour, parce que tous ceux qui me connaissent savent comment je fais. Et donc, ceux qui découvrent, à la limite, peuvent avoir une forme de petite surprise, mais bon, on a vite compris, système de protection, là ici, moment technique, amener un sprint avec une équipe bâtie autour de son sprinter, hein, je précise. Donc en gros, ce n'est pas Astana. Et équipe qui possède en plus un vrai beau sprinter. Vous avez vu que j'ai pris De Beust pour comme poisson pilote ici. Enfin, on a Kampenarts après Florian Vermeersch pour pouvoir nous mettre dans une très belle position. Et c'est ensuite Eenkhoorn qui va être chargé de lancer le poisson pilote De Beust. Donc forcément, ici, c'est cousu de fil blanc. On a beaucoup moins de chances d'échouer au sprint quand on a une belle équipe comme ça qui est programmée pour pouvoir faire briller son sprinter Arnaud Delis. Pourtant, ici, c'est passé très proche d'être contesté par Pascal Ackermann. Voilà, il n'y a pas un plateau délirant non plus. Hein. On n'a pas toute la pléiade de sprinters dingo. Mais on l'a quand même prise, ça va. Et donc voilà, donc premier volet, donc je dirais tout ce qui est management. Deuxième volet, tout ce qui peut être de l'ordre du gameplay. Et troisième volet, et je n'en vois pas d'autre dans ce que je peux vous proposer, tant que j'ai la foi pour proposer des vidéos sur Pro Cycling Manager, ça va être un peu du storytelling. Ça va être une forme de narration, une espèce de fil conducteur entre les épisodes, avec peut-être un peu de personnalisation des choses vis-à-vis de certains coureurs, voilà, où on va commencer à essayer de confère Benoît sur PCM 18, confère Van Der Poel pour aller gagner un Tour de France, j'ai envie de dire lol après coup, confère X ou Y avec lesquels on a eu des petites aventures, où on s'est tous bien amusés, en tout cas une partie d'entre vous me le disait à l'époque. Voilà, donc c'est tout. Moi je peux rien faire de plus en fait, et je crois que on le regrette. Forcément, on le regrette, mais bon, c'est comme ça. Donc, Victor Kampenarts au travail, pour ensuite permettre, aux mêmes hommes, hein, moi j'ai pas fait de différence ici, j'ai juste calé Vermeersch dans la roue de Arnaud Delis, parce que dans l'hypothèse où on aurait un problème avec Arnaud, ou avec Jesper De Beust, il serait bon que Florian Vermeersch reste placé, je dirais, voilà, c'est la seule chose.
Et là, bon ben, par contre, on est moyennement satisfait de la fin, parce qu'on va quasiment se retrouver en situation de triplé, ce qui ne fait jamais plaisir, nous le savons tous, hein, sur ce jeu. Triplé, presque triplé en tout cas, parce qu'il n'y a que Jake Stewart qui vient s'intercaler. Bon, voilà, ça c'est les petits fails PCM quand il y a une boss, bref. On dira pas grand chose. Allez, je préfère invoquer la faiblesse relative du plateau. On va voir sur les autres étapes. Bon, peut-être pas obligé de les faire toutes non plus sur ce tour-là. Je voulais aborder juste la question du sprint, mais on n'est pas obligé de tout montrer, parce qu'après ça devient rapidement ennuyeux, je pense, pour le spectateur. L'étape suivante nous propose ensuite une zone de vent. Une zone de vent très très importante. Eh bien, j'ai décidé de ne pas chercher à en profiter pour creuser de manière éhontée sur l'adversité. De toute façon, je pense que en simplement protégeant Arnaud Delis et en mettant son train dans la foulée, ça veut dire qu'on demande à Brent Van Moor, et voilà, j'ai demandé ici à Einkorn, parce qu'il avait une mauvaise forme du jour, d'assurer des rôles de protection ou de relais par courte séquence. En fait, on va rallier la fin de la zone devant. On sera de toute façon une petite trentaine de coureurs et on va essayer d'aller disputer un sprint. Ça paraît assez clair. Ici, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais vu dans ce qui avait été annoncé comme nouveauté, on va dire dans le comportement même en course du jeu. Donc c'est plutôt intéressant, ça m'a plutôt plu. Selon la position du coureur, vous voyez Arnaud Delis ici, avec une forme à +1, il est pour autant plus impacté que ne l'est Jesper de Beust. Et d'ailleurs, cela va, regardez bien, Pasqualone sur la toute droite de l'écran, voilà, cela va lui coûter la victoire dans cette étape. En fait, ce qui avait été expliqué, c'est que la position du coureur dans le peloton allait plus ou moins lui permettre de s'économiser, même avec une protection. En gros, il va prendre plus ou moins de vent, et il va donc plus ou moins s'user. Donc je pense que ici, ce qui a dû se passer, c'est qu'Arnaud Delis était un petit peu plus avancé que Jesper de Beust pendant l'essentiel de l'étape. Il s'est donc davantage consommé, donc leçon à retenir à ce niveau-là. Au niveau du gameplay, il va falloir s'adapter à cet aspect-là des choses, par exemple en restant moins haut dans le peloton, mais je trouve ça plutôt réaliste. Si c'est confirmé, mais comme je l'avais lu sur un petit article là sur Steam en rapport avec PCM 24 de la part des développeurs, je crois volontiers qu'il y ait quelque chose qui a été tenté de ce côté-là. Étape 4, donc j'ai fait des résumés super courts, comme je vous disais. Je voyais pas tellement ça comme très pertinent de tout proposer. On l'a fait vraiment courte, avec les petits sprints, on voit comment on emmène. Ici, exemple typique sur cette étape 4, où on constate, outre un petit bug d'écran, mais ça c'est que dalle, on le connaît depuis X années, que j'ai lâché trop tard avec Arnaud Delis, et sûrement peut-être pas non plus sur la bonne ligne. Enfin voilà, mal joué en gros, dira-t-on. Ok, très bien, victoire de Pascal Ackermann. C'est le 21 ici qu'on voit à l'écran, qui remonte tout le monde et qui gagne à la fin. De manière générale, j'ai remarqué qu'assez souvent, et là, toutes parties confondues, celui qui s'impose arrive parfois de relativement loin. En gros, c'est celui à qui il reste le plus de giclettes. Bon, c'est une parenthèse. Ensuite, étape 5, donc la dernière étape de ce Alula Tour, qui... on va pas tirer trop de conclusions, je crois, de ce tour de l'Alula. Bref. J'ai essayé de maîtriser la petite difficulté finale dans cette étape pour faire en sorte que Arnaud Delis se retrouve bien placé, en capacité de sprinter avec son petit train, en l'occurrence Einkorn de Beust, précédé de Florian Vermeersch et surtout Kampenarts dans les kilomètres qui précèdent. Donc rien de nouveau. Ici, il y a juste Koen Bouwman qui essaie de se faire la malle. Il va se prendre les petits points là du sprint, mais il a tellement de retard, le pauvre.
Faut dire que c'était tellement dur tout ce plat. Voilà. Donc, que le mec se retrouve avec 7 minutes de retard au général, à part se relever, je ne sais pas comment c'est possible. Bref, on va dire qu'il y a eu pas mal de cassures à l'étape 3, n'est-ce pas? Voilà, donc il a dû se prendre une méga cassure. Vous voyez, on l'aperçoit, Koen Bouwman, et là, surtout, on va essayer de se positionner. On voit Enkhorn qui vient coller à Campenarts, et on va constater que le sprinter arrive réellement à remonter son poisson pilote. Hein. Il s'agit juste de le faire avec les bons coureurs. Donc apparemment, la conclusion moi, que je tire de tout ça, fermez les yeux, le triplé n'a jamais existé, on n'en parlera surtout pas. C'est anecdotique, on va pas raconter toujours la même chose. Non, moralité, avec Cavendish, en fait, c'est difficile de dépasser Boll, à mon avis, à cause de la note de plaine notamment, et les notes physiques peut-être de Cavendish qui sont celles d'un coureur vieillissant, et on sait que autant dans la réalité le coureur vieillissant bénéficie de toute son expérience. D'ailleurs tiens, proposition, introduire une nouvelle note dans les évaluations d'un coureur, la note expérience. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça éviterait de jeter à la poubelle tous les coureurs qui commencent à vieillir. On sait bien qu'en sport, on n'est pas, et en vélo en particulier, on n'est pas forcément à jeter, loin de là, quand on vieillit. Je dis ça, je dis rien, là encore. Sponsor. Donc, vous voyez, on a eu petite validation de 3 objectifs quasiment sans rien faire. Le E3 Saxo Classique, Ronde 2 vont suivre, je vous l'assure. Par contre, attention, il y a des objectifs de saison. Ça reste un défi. Remporter 15 courses et terminer top 10 du classement par équipe mondial. Voilà, donc il y a un petit objectif quand même à ce niveau-là. Veillons à le remplir. Et comment est-ce qu'on va essayer de le remplir? Ah oui, je voulais vous montrer un truc. C'est les dates d'expiration du sponsor Lotto Destiny. Lotto jusqu'en 2026, Destiny jusqu'en 2024. Et vous verrez qu'ici, dans l'écran prospection, quand je vous montrerai ça au prochain épisode, alors que vous voyez où on se situe, hein, voilà, je suis en train de terminer le Tour de Valence en même temps. Quand on sera sur cet écran là de prospection, au 1er mars, on verra apparaître Lotto quelque chose, Lotto autre chose. En gros, on est sûr de conserver Lotto comme sponsor pour la suite, puisqu'on est sous contrat jusqu'en 2026, mais le deuxième sera à trouver. Je vous parlais de se fixer soi-même des objectifs. J'ai des petites idées pour Arnaud Delis, je vais vous en parler assez rapidement, mais à mon avis, vous savez ce que j'ai en tête. On verra, tiens, dites-moi ce que j'ai en tête. Pour rigoler, Van Hills, j'ai aussi d'autres choses en tête, là c'est plus facile à identifier. Je crois que ça se passe du côté des Ardennaises, non? Et puis pour Van Eetvelt, là, on verra bien ce qu'on est capable d'avoir en tête. Mais ça sonne plutôt comme une évidence, petite étape ici ou là. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On va essayer de mener un petit peu de front Lotto Destiny et Astana pendant quelques temps. Voilà, je vous salue et bon début de Tour de France à tous. Bye bye.